Bienvenue dans Légendes de l'écran, le rendez-vous passionnant qui explore les vies fascinantes de personnalités marquantes du monde des écrans. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la carrière de Claudette Colbert. Émilie Lily Chauchoin est née en 1903 à Saint-Mandé, en France, de Jane Lowe et George Chauchoin. Bien que baptisée Émilie, elle était surnommée Lily en hommage à l'actrice Lily Langtry, née à Jersey, et parce que sa tante, non mariée du même prénom, l'enfant adoptif de sa grand-mère maternelle Émilie Lowe, vivait avec la famille. Le frère de Colbert, Charles Chauchoin, est également né dans le bailliage de Jersey. Jeanne exerçait diverses professions. Georges, qui avait perdu la vue de l'œil droit, tenait une pâtisserie et était également banquier d'investissement, mais il subissait des revers financiers. La grand-mère de Colbert, Mary Lowe, avait déjà séjourné aux États-Unis et le beau-frère de George, Charles Lowe, vivait déjà à New York. Mary était prête à aider George financièrement, mais l'encourageait aussi à tenter sa chance aux États-Unis. Pour trouver plus d'opportunités d'emploi, Colbert et sa famille, y compris Mary et Emily Lowe, ont émigré à Manhattan en 1906. Ils habitaient au 5e étage d'un immeuble de la 53e rue. Ses parents ont officiellement changé son nom légal en Lily Claudette Chauchoin. George travaillait comme petit fonctionnaire à la First National City Bank et la famille a été naturalisée en 1912. Avant d'entrer à l'école publique, Colbert a rapidement appris l'anglais britannique avec Mary et elle a grandi en étant bilingue, parlant à la fois l'anglais et le français. Elle espérait devenir peintre depuis qu'elle avait pris son premier crayon. Sa mère était passionnée d'opéra et sa tante était couturière. Son frère a été enrôlé en 1917 comme soldat de première classe. Après la Première Guerre mondiale, il a étudié à l'école d'aéronautique militaire de l'université Cornell. Colbert a étudié à la Washington Irving High School, réputée pour son programme artistique. Son professeur d'élocution l'a encouragé à auditionner pour une pièce. En 1921, Colbert a fait ses débuts sur scène au Provincetown Playhouse, dans des reprises de The Widow's Veil de Rochester et Aria da Capo d'Etna Saint-Vincent Miley, à l'âge de 17 ans. Cependant, ses intérêts penchaient toujours vers la peinture, le design de mode et l'art commercial. Elle envisageait de devenir designer de mode et a fréquenté la Art Student League of New York, finançant ses études en travaillant dans une boutique de vêtements. Après avoir assisté à une fête avec l'écrivaine Anne Morrison, Colbert a obtenu un petit rôle dans une pièce de Morrison et est apparue sur scène à Broadway dans un petit rôle, dans The Wild Westcott. Elle utilisait le prénom Claudette au lieu de Lily, depuis le lycée, pour son nom de scène. Elle a ajouté le nom de jeune fille de sa grand-mère paternelle, Colbert. Après une série de spectacles éphémères qui lui ont permis d'acquérir de l'expérience dans différents genres à Chicago, Washington, Boston et dans le Connecticut, l'acteur Leslie Howard, impressionné par la capacité de Colbert à parler avec des accents à la fois britanniques et de l'Atlantique, a contacté le producteur Al Woods pour l'intégrer à la distribution de The Fake de Frederick Lonsdale, mais elle a été remplacée par Freda Inescourt avant l'ouverture de la pièce. Après avoir signé un contrat de 5 ans avec Woods, Colbert a joué des rôles d'ingénu à Broadway de 1925 à 1929. Durant cette période, elle détestait être cantonnée au rôle de bonne française. Colbert a déclaré plus tard « Au tout début, il voulait me donner des rôles de français. Je ne voulais pas être cataloguée comme cette fille française. » En 1925, elle a connu le succès avec la comédie A Kiss in a Taxi, qui a été jouée 103 fois en 2 mois. Les chroniqueurs louaient sa beauté non conventionnelle et son pouvoir de captiver le public. Colbert a également été acclamée pour son rôle de charmeuse de serpent dans la production de Broadway, The Barker, rôle qu'elle a repris dans le West End de Londres. Elle a été remarquée par le producteur théâtral Leland Hayward, qui l'a suggérée pour le rôle de l'héroïne dans le film muet For the Love of the Mic. Aujourd'hui considéré comme perdu, le film n'a pas bien marché au box-office. En 1928, Colbert a signé un contrat avec Paramount. À cette époque, il y avait une demande pour les acteurs de théâtre capables de gérer les dialogues dans les nouveaux films parlants, et l'élégance ainsi que la voix musicale de Colbert étaient parmi ses meilleurs atouts. Sa beauté distinctive aux pommettes saillantes a attiré l'attention dans The Hole in the Wall, mais au début elle n'aimait pas jouer dans des films. Ses premiers films ont été produits à New York. Pendant le tournage The Lady Lies, elle jouait également tous les soirs dans la pièce Sin Apple and Die. The Lady Lies a été un succès au box-office. À cette époque, de nombreux critiques de cinéma prédisaient qu'elle deviendrait une grande star. En 1930, elle a joué aux côtés de Maurice Chevalier dans The Big Bond, tourné en anglais et en français pour les marchés respectifs. Elle a de nouveau partagé l'écran avec Frédéric March dans Manslaughter,
où sa performance a été saluée par les critiques pour son rôle de femme accusée d'homicide involontaire. Elle a été associée à March à nouveau dans Honor Among Lovers. Elle a également joué dans Mysterious Mr. Parks, une version en français de Slightly Scarlett pour le marché européen, bien que son français ait été teinté d'un accent anglais après des années passées aux États-Unis. Elle a chanté et joué du piano-violon dans la comédie musicale d'Ernest Lubitsch The Smiling Lieutenant, qui a été nommée pour l'Oscar du meilleur film. Selon certaines critiques, sa performance avec Chevalier a surpassé celle de sa costard Miriam Hopkins. Colbert a terminé l'année avec une apparition dans His Woman avec Gary Cooper, un succès modeste. La carrière de Colbert a été encore boostée lorsqu'elle a joué le rôle de la femme fatale dans l'épopée historique de Cecil B. DeMille, The Sign of the Cross, aux côtés de Frederick March et Charles Laughton. Dans l'une des scènes les plus mémorables de sa carrière cinématographique, elle se baigne nue dans une piscine de marbre remplie de lait d'ânesse. Le film a été l'un de ses plus grands succès au box-office. En 1933, Colbert a renégocié son contrat avec Paramount pour lui permettre de jouer dans des films pour d'autres studios. La comédie pionnière Three Cornered Moon a atteint la 9e place dans le National Board of Review Awards en 1933. Sa voix musicale, un contralto que des notes de bas de page listent comme étant entraîné par Bing Crosby, a également été mise en avant dans Torch Singer avec Ricardo Cortez et David Manners. En partie grâce à cela, elle a été classée comme la 13e star du box-office de l'année. En 1933, elle avait déjà joué dans 21 films, en moyenne 4 par an. Beaucoup de ses premiers films ont été des succès commerciaux et ses performances étaient admirées. Les rôles principaux de Colbert étaient terre-à-terre et variés, mettant en valeur sa polyvalence. Colbert était initialement réticente à apparaître dans la comédie It Happened One Night. Le studio a accepté de lui verser $50 000 pour le rôle et a garanti que le tournage serait terminé en 4 semaines pour qu'elle puisse prendre des vacances prévues. Elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour ce film. Dans Cléopâtre, Colbert a joué le rôle titre aux côtés de Warren Williams et Henry Wilkinson. C'était le 2e film le plus rentable de l'année aux États-Unis. Par la suite, Colbert n'a plus souhaité être représentée de manière trop sexuelle et a refusé ce type de rôle. Elle a été prêtée à Universal Pictures pour Imitation of Life, qui a également été un succès au box-office. Ces 3 films ont été nominés pour l'Oscar du meilleur film l'année suivante. Colbert est la seule actrice à ce jour à avoir joué dans 3 films nominés pour le meilleur film la même année. La notoriété croissante de Colbert à l'international lui a permis de renégocier son contrat et d'augmenter son salaire. En 1935 et 1936, elle s'est classée respectivement 6e et 8e dans le top 10 Money Masking Star Poll annuel de Kingley. Elle a reçu une nomination aux Oscars pour son rôle dans le drame hospitalier Private Woods. En 1936, Colbert a signé un nouveau contrat avec Paramount, faisant d'elle l'actrice la mieux payée d'Hollywood. Lors d'un renouvellement de son contrat en 1938, elle était de nouveau annoncée comme l'actrice la mieux rémunérée d'Hollywood. Au sommet de sa popularité à la fin des années 30, elle gagnait $150 000 par film. En 1937 et 1938, elle était respectivement classée 14e et 6e femme la plus rentable aux États-Unis. Colbert a passé le reste des années 30 à alterner habilement entre comédie romantique et drame. La chroniqueuse Hedda Hooper a écrit que Colbert mettait sa carrière au-dessus de tout, sauf peut-être son mariage, qu'elle avait une forte perception de ce qui était le mieux pour elle et un désir profondément enraciné de rester en forme, efficace et maîtrisée. Un biographe a noté que Colbert a aidé à définir la féminité pour sa génération, avec ses manières chics. Colbert a un jour déclaré « Je sais ce qui est le mieux pour moi, après tout, je suis dans le business de Claudette Colbert, plus longtemps que n'importe qui. » Colbert était très pointilleuse sur son apparence à l'écran, croyant que son visage était difficile à éclairer et à photographier. Elle insistait pour que le côté droit de son visage soit éloigné de la caméra lors des gros plans, à cause d'une petite bosse résultant d'un nez cassé dans son enfance. Cela nécessitait parfois la redéfinition des décors du film. Pendant le tournage de Tovarich, le réalisateur Anatole Litvak a renvoyé l'un de ses caméramans préférés. Après avoir vu les rushs filmés par son remplaçant, Colbert a refusé de continuer. Elle a insisté pour engager son propre caméraman, offrant de renoncer à son salaire si le film dépassait le budget en conséquence. Gary Cooper était terrifié à l'idée de travailler avec Colbert dans sa première comédie Bluebird Ate Wife, considérant Colbert comme une experte du genre. Colbert a appris les techniques d'éclairage et de cinématographie
et refusait de commencer le tournage jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite de son apparence. Drums Along the Mohawk avec Henry Fonda a été son premier film en couleur et l'un des 20 films les plus rentables de l'année. Cependant, elle se méfiait du processus Technicolor, relativement nouveau, et craignant de ne pas être bien photographiée, elle préférait par la suite être filmée en noir et blanc. Pendant cette période, elle a commencé à se produire dans l'émission de radio populaire de CBS, Lux Radio Teaser, et a été entendue dans 22 épisodes entre 1935 et 1954. Elle a également participé à 13 épisodes de The Screen Guild Teaser entre 1939 et 1952. En 1940, Colbert a refusé un contrat de 7 ans avec Paramount qui lui aurait rapporté $200 000 par an après avoir appris qu'elle pouvait commander $150 000 par film en tant qu'artiste indépendante. Elle a obtenu des rôles dans plusieurs films prestigieux, marquant ainsi le sommet de son pouvoir de gain. Dans un rôle de soutien, Colbert a joué aux côtés de Clark Gable et Spencer Tracy dans Boomtown, sorti par MGM en 1940, et le film le plus rentable de l'année aux États-Unis. Cependant, Colbert a un jour dit que Harry's My Love était son film préféré. Ce film a remporté l'Oscar de la meilleure histoire. The Palm Beach Story de Preston Sturges a été réévalué au fil des ans comme un classique de la comédie, où elle a donné l'une des meilleures performances de sa carrière cinématographique, montrant une beauté qui parlait d'intelligence. Pendant le tournage de So Proudly We Hail, une querelle a éclaté entre Colbert et sa co-vedette Paulette Goddard, qui préférait travailler avec l'autre co-vedette du film, Veronica Lake, plutôt qu'avec Colbert. Colbert a estimé que la jeune actrice l'avait traitée comme une vieille dame. Goddard a insisté pour que des parties du script soient réécrites afin que son rôle soit aussi grand que celui de Colbert. Cela était inhabituel pour Colbert. Impressionné par le rôle de Colbert dans So Proudly We Hail, David Selznick l'a approché pour jouer le rôle principal dans Since You Went Away. Colbert était initialement réticente à apparaître comme une mère d'adolescent, mais Selznick l'a finalement convaincu de prendre le rôle. Sorti en juin 1944, le film a rapporté près de $5 millions au box-office américain et était le troisième film le plus rentable de l'année. Le critique James Hadley a loué des aspects des films, mais surtout le travail de Colbert. En partie grâce à cela, elle a reçu une nomination aux Oscars pour la meilleure actrice. En 1945, Colbert a mis fin à son association avec Paramount et a continué à travailler en tant qu'indépendante dans des films tels que Guest Wife avec Don Ameche. Elle a joué aux côtés de John Wayne dans Without Reservation de RKO qui a rapporté $3 millions aux États-Unis. Loué pour son sens du style et de la mode, Colbert a veillé tout au long de sa carrière à être impeccablement soigné et costumé. Pour le mélodrame Tomorrow is Forever, Jean-Louis a été engagé pour créer 18 changements de garde-robe pour elle. Tomorrow is Forever et The Secret Heart ont également été de grands succès commerciaux. Elle a connu un grand succès aux côtés de Fred Mike Murray dans la comédie The Hig and I, qui était le deuxième film le plus rentable de l'année et plus tard reconnu comme le 12e film américain le plus rentable des années 40. Le film de suspense Sleep My Love avec Robert Cumming a eu un succès commercial modeste. En 1949, elle était encore classée 22e star du box-office. La comédie romantique Breed for Sale, où Colbert faisait partie d'un triangle amoureux avec George Brent et Robert Young, a été bien accueillie. Sa performance dans le film de guerre du Pacifique Three Come Home a également été saluée par les critiques. Cependant, le mélodrame mystérieux The Secret Fury, distribué par RKO Studios, a reçu des critiques mitigées. À cette période, Colbert ne pouvait pas travailler au-delà de 17 heures chaque jour, en raison des recommandations de son médecin. Bien que Colbert paraisse encore jeune, elle trouvait difficile de faire la transition vers des rôles plus matures en vieillissant. Elle a déclaré « Je suis une très bonne comédienne, mais je luttais toujours contre cette image ». En 1949, Colbert a été choisie pour jouer Margot Channing dans All About Eve, car le producteur pensait qu'elle représentait le mieux le style qu'il envisageait pour le rôle. Cependant, Colbert s'est gravement blessé au dos, l'obligeant à abandonner le film peu avant le début du tournage. Bette Davis a été choisie à sa place et a reçu une nomination aux Oscars pour le film. Plus tard dans sa vie, Colbert a dit « Je n'ai jamais eu la chance de jouer les méchantes ». Au début des années 1950, Colbert a voyagé en Europe pour des raisons fiscales et a participé à moins de films. The Planter's Wife
a été un succès sur le marché britannique. Elle a joué un petit rôle dans Royal Affair in Versailles, son seul film avec un réalisateur français. Il a été projeté aux États-Unis en 1957. En 1954, Colbert a refusé un contrat d'1 million de dollars pour une émission télévisée avec NBC TV, mais a conclu un accord avec CBS TV pour jouer dans plusieurs téléfilms. Après une apparition réussie dans une version télévisée de The Royal Family, elle a accepté plus de travail à la télévision. Elle a joué dans des adaptations télévisées de Blitz Spirit en 1956 et The Bells of the Maries en 1959 et a été invitée dans Robert Montgomery Present et Playhouse 90. En 1956, Colbert a animé la 28e cérémonie des Oscars. En 1957, elle a joué Lucy Bradford, l'épouse de l'enseignant Jim Bradford, dans l'épisode Blood in the Dust de Doug Powell-Zane, Grey Théâtre, sur CBS. En 1958, elle est retournée à Broadway dans The Marriage Go Round, pour laquelle elle a été nominée pour un Tony Award de la meilleure actrice. Elle a fait un bref retour à l'écran en jouant le rôle de la mère de Troy Donahue dans Parish. Ce fut sa dernière apparition sur grand écran. Le film a été un succès commercial, mais Colbert a reçu peu d'attention, et elle a demandé à son agent de mettre fin à toute tentative de susciter de l'intérêt pour elle en tant qu'actrice de télévision. Même à cette période, elle semblait toujours plus jeune que son âge réel. Colbert a connu un grand succès sur Broadway, avec ses rôles dans The Irregular Verb to Love, The Kingfisher, aux côtés de Rex Harrison, et dans Aren't We All. Lors d'une interview, elle a déclaré « Les spectateurs ont toujours l'air ravis de me voir, et moi, je suis vraiment heureuse de les voir. » Elle a tenu un rôle secondaire dans la mini-série télévisée The Two Monsieur Grenville, un succès d'audience pour lequel elle a remporté un Golden Globe et a été nominée pour un Emmy Award. Vers la fin de sa vie, elle a expliqué pourquoi elle n'avait jamais écrit ses mémoires. « J'ai été heureuse, et ce n'est pas une histoire. » Les critiques modernes soulignent qu'elle possédait des caractéristiques uniques. Un visage en forme de cœur, des traits distinctifs, des cheveux bouclés, une allure aristocratique, une manière de jouer détendue, un petit côté mystérieux et un style intelligent, ce qui la distingue des autres stars du cinéma classique des années 30 et 40. Dans ses comédies, elle incarnait systématiquement des femmes astucieuses et autonomes. Contrairement à beaucoup de ses contemporaines, elle évitait le jeu comique physique, préférant des personnages plus observateurs et commentateurs. Au cours de ces dernières années, Colbert partageait son temps entre son appartement à Manhattan et sa maison de vacances à la Barbade. Cette dernière, achetée à un gentleman britannique et surnommée Belle Rive, était la seule maison de plantation de l'île donnant directement sur la plage. Cependant, son adresse principale restait Manhattan. Après le décès de sa mère Jeanne en 1970 et de son frère Charles en 1971 en Floride, Colbert n'avait plus que la fille de son frère, Coco Lewis, comme proche famille survivante. Au cours des 3 dernières années de sa vie, Colbert a subi une série de petites AVC. Elle est décédée en 1996 à la Barbade. Elle avait 92 ans. Ses cendres ont été rapatriées à New York pour la crémation et les services funéraires. Une messe de requiem a été célébrée plus tard à l'église Saint-Vincent-Ferrer à Manhattan. Ses cendres reposent au cimetière de l'église de Goodings Bay à Spainstown, Saint-Peter à la Barbade, aux côtés de sa mère et de son deuxième mari. Colbert n'a jamais eu d'enfant. Elle a légué la majorité de sa fortune, estimée à 3,5 millions de dollars et comprenant son appartement de Manhattan et Belle Rive, à une amie de longue date, Helen O'Hagan, ancienne directrice des relations d'entreprise chez Saks Fifth Avenue. Colbert avait rencontré O'Hagan en 1961 sur le tournage de Parish, son dernier film, et elles étaient devenues meilleures amies autour de 1970. Le testament de Colbert prévoyait également 150 000 $ pour sa nièce Coco Lewis, un trust de plus de 100 000 $ à l'UCLA en mémoire de Pressman et 75 000 $ pour Mary Corbin, sa femme de ménage barbadienne.